Une entreprise éthique, pour moi, tu vois, elle se préoccupe vraiment du produit qu'elle va vendre ou du service qu'elle va offrir en se posant la question de, tu sais, la notion de la raison d'être, hein, de quelle est la raison en tant qu'entreprise que j'ai d'être présent sur le marché. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission L'entreprise d'après, dans laquelle nous évoquons à travers des entretiens l'urgence de transformation des entreprises. Des transformations sociales et environnementales profondes et qui peuvent s'avérer anxiogènes pour celles et ceux qui font l'entreprise. Nous collectons ici des solutions avec des experts et expertes qui ont théorisé ou mis en application la place de l'entreprise dans la transition écologique. Je reçois aujourd'hui Sabine Jean-Dubourg. Bonjour Sabine. Bonjour Axel. Alors, je te présente succinctement. Tu es spécialiste des achats responsables. Tu travailles chez The A-Lab, dont tu es la fondatrice. Et donc, tu regardes l'impact des entreprises sur toute la chaîne d'approvisionnement. Voilà. Et aussi, selon toi, l'entreprise d'après, c'est une entreprise éthique. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est une entreprise éthique ? Écoute Axel, l'entreprise éthique, pour moi, c'est une entreprise qui se préoccupe de ses impacts. La notion d'impact est hyper importante sur ses parties prenantes. Alors les parties prenantes, tu vas me dire, qu'est-ce que sont les parties prenantes? Effectivement. En fait une partie prenante, c'est pour les identifier, il faut que tu te dises que tu as des impacts sur des organisations, des personnes. Donc c'est des personnes sur qui tu as de l'influence ou des impacts, et c'est des personnes qui, à contrario, ont de l'influence ou des impacts sur toi en fait. Donc, les impacts traditionnels, cœur de métier, ça va être tes employés déjà. Tu es rarement tout seul, ou quand tu es tout seul, souvent, vite, tu recrutes quelqu'un. Donc, ton premier impact, c'est sur tes employés, Ouais. ton cœur de métier. Et après, tes impacts, ce sont sur tes clients. Tes clients, ils te font vivre. Et souvent, tu as besoin aussi de tes fournisseurs. Donc, ça, c'est ton cœur de métier et ton cœur de métier, donc tes employés, tes clients, tes fournisseurs. Et il y en a d'autres. Il y a évidemment l'environnement. Tu parles de transition. L'environnement est une partie prenante. Moi, je personnifie beaucoup l'environnement parce que je trouve que c'est une partie prenante importante qui a une valeur inestimable. Puis après, tu peux considérer l'État, tu peux considérer la direction, tu peux considérer les ONG, etc. Tu peux élargir énormément le scope des parties prenantes. L'essentiel, c'est de définir celles sur qui tu as le plus d'influence, celles qui ont le plus d'influence sur toi, et d'en tenir compte et de dialoguer avec elles. L'entreprise éthique, elle prend en compte ses parties prenantes, elle dialogue avec elles, et elle dialogue intensément avec celles qui ont le plus d'influence sur l'entreprise et sur lesquelles l'entreprise a le plus d'influence sur elle. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des outils particuliers pour savoir lesquels, du coup, ont le plus d'influence directement sur l'entreprise ? Le dialogue, les interviews, les analyses, c'est ça en fait. La clé, c'est quelque chose que ne pourra jamais faire l'intelligence artificielle, c'est le dialogue en fait. D'accord. Est-ce qu'on gère les différentes parties prenantes de la même manière ? Est-ce qu'elles ont le même poids ? Et donc, est-ce qu'il faut faire des différences entre les différentes parties prenantes ? On va commencer par les employés, puisque c'est le cœur. Donc, les employés, pour moi, ils doivent être traités de façon juste et équitable. C'est-à-dire que la première chose, c'est que tu fais pas de différence entre le genre, l'homme, le femme. C'est un de mes combats, le genre. Tu fais pas de différence non plus. Tu accueilles la diversité des religions, la diversité des races, la diversité des orientations, quelles qu'elles soient. Donc, la première chose, c'est l'entreprise accueille la diversité. Je reviens juste sur cette petite question de la diversité. Est-ce que, par exemple, la question des quotas, même si tu viens de dire il ne faut pas faire de différence entre les deux, est-ce que mettre des quotas en place, c'est... Ça peut, hein. Tu vois, quand tu parles de féminisation des comités de direction, féminisation des conseils d'administration, c'est parce qu'il y a des lois en France qui ont obligé à féminiser certaines instances qu'il y a eu plus de femmes. Voilà, moi je suis membre de la commission régionale des aides de l'ADEME, donc on délivre des aides à des entreprises qui les sollicitent. On m'a prise parce que j'avais une fibre industrielle, parce que je connaissais les achats, parce que je connaissais pas mal de domaines, mais aussi parce que j'étais une femme, donc c'est grâce à ça que je suis rentrée. J'en suis pas vexée, en fait, je suis contente que de temps en temps, ça nous serve aussi, nous les femmes, à accéder à des choses auxquelles les gens n'aurait pas pensé nécessairement à nous faire accéder. Donc mais c'est une vraie question. D'accord, c'est un moyen d'avoir plus d'égalité. C'est un moyen d'avoir plus.
Des fois, c'est un passage obligé pour avoir plus d'égalité. Ça ne devrait pas l'être, parce qu'on est moitié-moitié dans le monde. Il y a autant de femmes qui naissent que d'hommes dans le monde. Ça ne devrait pas l'être, mais des fois, c'est obligatoire de passer par cette passe de quota pour éduquer. Il y a d'autres choses pour les employés? Alors, on se comporte de façon éthique quand on est une entreprise, quand on a des conditions de travail pour les employés qui sont saines, qui sont on parle de qualité de vie au travail, mais déjà parlons de conditions de travail saines, conditions de travail dans lesquelles on se préoccupe de la santé et de la sécurité des employés. Il y a des tas d'entreprises, même en Europe, qui ne se préoccupent pas. Voilà. Et ça passe par quoi? Ça passe par avoir une analyse de risques liés au poste de travail. C'est une obligation dans la loi française, mais il y a beaucoup de pays qui ne le font pas, et de fournir aux employés les informations, les formations et les équipements de protection qui permettent qu'on maintienne en sécurité les employés. D'accord. Voilà. Donc, au-delà de la santé et sécurité, en tout cas physique ici, on parle beaucoup aussi de violences psychologiques envers les employés. Comment ça se passe dans une entreprise éthique? Une entreprise éthique, elle sait quelle est la limite à ne pas dépasser, tant en termes de durée de travail, de pression qu'elle met sur l'employé. Il y a toujours l'entreprise a toujours un impératif de production, de productivité. Et donc, il faut faire attention quand on manage une équipe, quel que soit le poste que l'on a dans l'entreprise en tant que manager d'équipe, de ne pas trop mettre de pression sur les collaborateurs. C'est compliqué des fois, c'est compliqué. Tendre la corde pour qu'ils produisent suffisamment, mais pas trop l'attendre pour qu'elle se casse et pour que ça aboutisse à des violences parce qu'il y a une charge excessive ou des choses comme ça. Très bien. Alors, après les employés, qui est un peu le cœur de l'entreprise, si on regarde toutes... les clients, par exemple, une entreprise éthique, pour moi, tu vois, elle se préoccupe vraiment du produit qu'elle va vendre ou du service qu'elle va offrir en se posant la question de... C'est la notion de la raison d'être, de quelle est la raison en tant qu'entreprise que j'ai d'être présent sur le marché. Est-ce que je réponds à une problématique? Est-ce que je réponds à un besoin? Et elle doit toujours, sans arrêt, réitérer cette question, est-ce que je réponds à un besoin? Est-ce que j'ai raison d'être sur le marché? Et à partir du moment où tu réponds à un besoin et que tu tiens compte aussi de la diversité de ta clientèle, éventuellement des clients vulnérables, par exemple des enfants, quand tu fais du jouet, tu réponds aux besoins de l'enfant de jouer, de développer son intelligence par le jeu, mais tu peux aussi créer des addictions. Les jeux électroniques, c'est un super exemple. Donc, tu dois prémunir ces sujets-là d'addiction, par exemple. Quand tu t'adresses à des personnes âgées, tu dois te préoccuper de l'accessibilité de tes produits à des personnes âgées. Toutes les banques digitalisent leur parcours. Ça peut être un enfer pour certaines personnes âgées qui sont pas du tout accros, enfin même pas accros, qui sont pas du tout numérisées, qui n'ont même pas d'ordinateur chez elles. Donc une entreprise éthique est une entreprise qui ne va pas designer son produit, son service hors sol, mais qui va designer son produit, son service pour vraiment être au service de ses clients, y compris les plus vulnérables, pour lesquels elle va adapter éventuellement les produits aux populations les plus vulnérables. Populations enfants, j'en ai parlé, les personnes âgées ou même les handicapés. Très bien. Et de l'autre côté de la chaîne, on a aussi les fournisseurs. Quels sont un peu les devoirs de l'entreprise vis-à-vis des fournisseurs? Alors oui, moi quand je suis rentrée dans les achats en 96, l'image, et l'image qu'ont encore certaines personnes, c'est que les acheteurs sont là pour trouver le fournisseur et négocier le prix le meilleur pour faire baisser les prix, pour faire gagner un maximum d'argent à son entreprise. Certes, c'est une des fonctions de l'achat, mais c'est loin d'être la fonction principale de l'acheteur. La fonction principale de l'acheteur, c'est ton entreprise, elle est éthique et sa chaîne d'approvisionnement doit être à l'image de l'entreprise. Vraiment à l'image. Ton entreprise, elle a des valeurs en interne, des valeurs qu'elle promeut auprès de sa chaîne d'approvisionnement et que dans ta chaîne d'approvisionnement, tu as plusieurs fournisseurs. Tu as le rang 1, celui qui te livre, tu as le rang 2, le rang 3, le rang 4, le rang 5. Tu as même des chaînes d'approvisionnement très profondes. Tu parles du textile, etc. Et en fait, toutes les valeurs que tu as dans ton entreprise, pour que ça soit cohérent, elles doivent être promues tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Et une entreprise éthique, c'est une entreprise qui vraiment se préoccupe que ses fournisseurs répondent pas seulement à un questionnaire RSE type, on les connaît tous, les questionnaires, mais qu'elles aussi fassent des choses dans la vraie vie qui sont éthiques et qu'elles transmettent ça au rang d'après. Parce qu'une entreprise éthique se dit pas, je me préoccupe juste
du rang qui me livre, mais elle se préoccupe de toute sa chaîne d'approvisionnement. Et il y a des choses très, très basiques que doit faire l'acheteur, c'est-à-dire payer le juste prix, de façon à ce que le fournisseur derrière puisse payer le juste prix à ses salariés. Et il y a même des acheteurs qui posent, via des questionnaires d'audit, des choses comme ça, des questions sur ces choses-là, la notion de salaire juste pour les employés. Et puis derrière, évidemment, tout le monde, enfin les gens en parlent, mais tout ce qui est la notion de travail forcé, le travail des enfants, même on est en pleine période de négociations par rapport à nos retraites. Eh bien, le droit à la négociation collective, qui est évident pour nous en France, ne l'est pas dans certains pays. Donc, l'entreprise éthique doit vérifier auprès des fournisseurs qu'il y a une instance qui quand même défend au sein de l'entreprise le droit des salariés. C'est pas forcément simple directement de voir concrètement comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'une entreprise doit faire pour justement être certain, ou en tout cas minimiser les risques qu'il a vis-à-vis de ses fournisseurs? Est-ce qu'il y a un petit tips, quelque chose à faire en tant qu'acheteur? Bien sûr. Pour bien choisir ses fournisseurs. La première chose, c'est que tu dois avoir une politique achat qui explique à tes fournisseurs quelle est ta vision. Donc, grosso modo, tu vas décliner la vision de ta direction dans ta chaîne d'appro. Quels sont les objectifs de responsabilité sociétale et environnementale de ton entreprise dans ta chaîne d'appro. Donc, tu vas expliquer à tes fournisseurs, moi, je vais être comme ça, comme ça, comme ça, et je vais aller comme ça, comme ça. Après, dans toute entreprise, il y a ce qu'on appelle un règlement intérieur ou un code d'éthique de l'entreprise. Eh bien, tes fournisseurs, ils doivent avoir la même façon de se comporter que toi, tu te comportes, pour qu'il n'y ait pas de décalage entre l'un et l'autre. Donc, beaucoup d'entreprises établissent un code éthique pour les fournisseurs, qu'on appelle souvent un code de conduite, ou une charte de bonne conduite des fournisseurs, ou une charte achat responsable, il y a plein de noms. Et grosso modo, ce document, on n'est que dans le papier, on n'est que dans l'administratif, ça va être un document qui va être transmis au fournisseur et surtout discuter avec le fournisseur et adapté au fournisseur. C'est-à-dire que quand tu as une PME, une TPE en face de toi et que tu as un code éthique, une charte fournisseur de 32 pages, tu lui balances pas les 32 pages dans un mail en pièce attachée en lui disant signez ça. Sinon vous êtes mort. Non, c'est une discussion que tu dois avoir en tant qu'acheteur participant à la démarche éthique de ton entreprise en lui disant voilà, on a cette charte parce que, etc., ce que je viens d'expliquer, on veut que vous la signiez parce qu'on veut que vous engagiez. Et on veut surtout que vous engagez, vous demandez à vos fournisseurs, à vous, de s'engager aussi pour que ce côté vertueux, un petit peu, comme je le dis souvent quand je fais des formations, un petit peu comme, t'imagines, des morceaux de sucre qu'on a mis les uns à côté des autres, tu fais tomber le premier morceau de sucre. Donc, c'est le code éthique que tu as fait signer à ton fournisseur de rang 1. Et puis, ton fournisseur de rang 1, il doit faire tomber le deuxième morceau de sucre, etc., etc., etc. Voilà. Et après, en fonction du risque que tu as identifié, du risque de non-respect de tes valeurs, de non-respect de la morale de ton entreprise, eh bien, tu vas décider d'aller voir chez le fournisseur. Alors, tu vas passer par un côté audit documentaire. Il y a des plateformes qui font des audits documentaires. Et après, une fois que tu as fait cet audit documentaire, que tu as reçu cette analyse, tu vas te dire, il faut peut-être que j'aille voir. Parce que entre ce qu'il me dit et ce que je vais voir, il y a peut-être une différence. Donc, tu vas voir de façon inopinée, si tu as vraiment un gros risque, parce que sinon, il se prépare, ou de façon préparée, si tu es dans une relation fournisseur en confiance, mais que tu as quand même envie d'aller voir les choses. Et donc, tu travailles sur l'amélioration avec ton fournisseur de sa performance en termes de responsabilité, en termes d'éthique. Voilà. D'accord. Et quand on cherche à choisir un fournisseur, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore de fournisseur, on cherche, par exemple, entre 2 ou 3 fournisseurs. Ouais. Comment savoir? Est-ce qu'il y a des moyens de savoir avec lequel partir en termes d'éthique? Alors, la première chose que moi je regarde, c'est déjà ce que le fournisseur publie. Qu'est-ce qu'il met sur son site internet, qu'est-ce qu'il met sur son réseau, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn & Co. Et la première chose, c'est ce que le fournisseur veut qu'on voit de lui. Ensuite, je regarde la cohérence entre ce que le fournisseur veut qu'on voit de lui et ce que les gens qui parlent du fournisseur disent. C'est-à-dire, qu'est-ce que le commercial va me dire? Déjà, ça permet de voir s'il y a cohérence. Si le commercial n'est pas très au courant de ce qui se dit, il y a un souci. Ensuite, tu peux envoyer ce qu'on appelle, dans notre jargon d'acheteur, une request for information, une demande d'information, où tu poses un certain nombre de questions en fonction de tes impacts, en fonction, je parlais d'impact au début, en fonction des impacts que tu as par cet achat que tu vas faire.
chez ce fournisseur-là. Et puis après, éventuellement, tu vas voir. Quand tu as fait ta shortlist, que le prix te convient, que le service proposé te convient, que le produit te convient, tu vas éventuellement, en tant qu'entreprise éthique, tu vas le faire régulièrement, aller voir sur place ce qui se passe. Parce que la meilleure chose, c'est la relation humaine et d'être de voir ce qui se passe. D'accord. Voilà. Ben, je te remercie. Déjà, pour l'instant, on a bien vu toute la palette entre les fournisseurs, les employés et ensuite, en fin de chaîne, les clients. Ouais. Il y a d'autres... Enfin, au début, en fait. Parce que finalement, voilà. Il y a aussi d'autres impacts, notamment sur l'environnement ou sur des communautés locales. Ouais. Comment est-ce que l'entreprise peut prendre en compte ces impacts? L'entreprise, elle a l'habitude, depuis une dizaine d'années, de faire ce qu'on appelle les analyses de risque, en se disant quels sont les risques que j'ai pour mon entreprise avec l'environnement. Par exemple, ça peut être risque orage, pluie, etc. Ça peut être ça. Et elle n'a pas encore trop le réflexe de se dire mais quel impact moi j'ai sur l'environnement. Et l'entreprise éthique, elle se préoccupe de l'impact qu'elle a sur l'environnement. Donc sur l'environnement, sur la nature, mais aussi sur les communautés locales. Quand tu es une entreprise qui a besoin d'étendre son outil de production pour répondre à une demande, mais nécessairement l'artificialisation des sols va avoir une empreinte sur l'environnement. Et on le sait très bien, il faut impérativement qu'on arrive à diminuer cette empreinte artificielle qu'on a sur la nature pour préserver la biodiversité au maximum. Donc l'entreprise qui est éthique, elle va se préoccuper dans ses projets, quels qu'ils soient, dans toutes ses décisions, quelles qu'elles soient, de se dire quel est le bénéfice global pour l'environnement, pour ma partie prenante environnement, versus le risque que je fais prendre en artificialisant ses sols et en étendant mon activité. Peut-être qu'elle peut, au lieu de faire sur son site, elle peut peut-être faire dans un autre atelier qui est déjà construit, ou utiliser une usine déjà construite et rénover un bâtiment ou quelque chose comme ça. Toutes les réflexions sont bonnes à avoir à ce niveau-là. Et par rapport aux communautés locales, il y avait un directeur achat qui me disait, pas plus tard que la semaine dernière, malheureusement, on se rend compte au niveau de nos fournisseurs qu'on connaît très peu l'écosystème des fournisseurs autour de notre entreprise. Et en fait, se préoccuper des communautés locales, c'est se préoccuper des impacts de l'activité directe sur les communautés locales. Par exemple, la circulation de camions, par exemple, dans une zone périurbaine qui est aussi une zone d'habitation. Ça peut être la pollution par le bruit, la pollution de l'air, choses comme ça, les odeurs et tout qui peuvent sortir de différents sites industriels. Mais c'est aussi se dire, positivement, l'entreprise peut impacter positivement ces communautés locales en travaillant avec des fournisseurs au niveau local. Parce que le fournisseur au niveau local, il cherche ses employés en général. L'employé cherche à travailler pas très loin de chez lui. Donc ça veut dire que avoir un impact sur ces communautés locales positif en faisant travailler les fournisseurs en local permet de générer un impact positif sur l'emploi en local. Et c'est fait partie de l'éthique de l'entreprise, de se dire je vais favoriser les emplois près de chez moi. Ouais. Quand tu parlais d'environnement ici, je sentais beaucoup d'actions qui peuvent être menées par un service RSE. Ouais. Quel est le lien qui peut être fait entre le service achat, le service RSE? Est-ce qu'il y a un dialogue qui doit être fait absolument? Complètement. Non, mais pour moi, si tu veux, l'acheteur déjà, moi je fais des achats depuis 1996, il peut pas travailler tout seul déjà parce qu'il n'a pas toutes les compétences et souvent un acheteur a une diversité de produits et de services à acheter qui demande qu'il ait beaucoup de curiosité et qu'il ait beaucoup d'aide en interne et des fois même en externe. Donc évidemment, l'entreprise éthique est une entreprise dans laquelle les différents services vont collaborer de façon à ce que les différents sujets, projets soient traités avec la multi-expertise que comporte l'entreprise. C'est pas une guerre de clochers, c'est pas chacun pour soi. Moi, je veux qu'au niveau environnement, ça soit nickel, et l'acheteur veut qu'au niveau prix, ça soit le moins cher. Non. On travaille ensemble, et ensemble, on contribue à trouver la solution pour l'entreprise qui est aux confins des préoccupations économiques, c'est le driver de l'acheteur, environnemental, c'est le driver d'un service HSE,
Et sociétal, ça va être le driver d'un service RSE ou d'une direction. Tu vois, c'est ça en fait. Une entreprise éthique, elle se préoccupe de ces 3 choses-là en même temps. Alors maintenant, qu'est-ce que tu pourrais dire à une entreprise qui hésite encore à passer cette transition vers l'entreprise éthique? Alors, il y a ce que j'ai vécu moi depuis 2009 que je suis sur ces sujets-là, et il y a ce que les études disent. Et c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, une entreprise qui prend en compte ses valeurs morales dans ses décisions et dans sa stratégie, et qui prend en compte les impacts qu'elle a sur les parties prenantes, quelles qu'elles soient, c'est une entreprise qui a une meilleure image auprès de ses clients, parce que je t'ai expliqué tout à l'heure, elle préoccupe vraiment de ses clients, y compris les plus vulnérables, qui a une meilleure image auprès de ses fournisseurs, qui a une meilleure image auprès de ses employés. Donc, grâce à ça, elle vend plus, elle n'a pas de problème à trouver des fournisseurs parce que les fournisseurs sont attirés par ces entreprises-là. Et ensuite, elle n'a pas de problème à conserver les talents ou à attirer des nouveaux talents. Et ça, les études le montrent. Il y a eu bien des études de France Stratégie qui les ont montré. Rentabilité des entreprises éthiques, des entreprises durables, bien plus important que les entreprises normales. Moi, je me dis que je suis chef d'entreprise, une petite entreprise pour l'instant. Je me dis, mon entreprise, elle est née durable et elle vivra durable et elle ne mourra pas si elle reste durable et éthique, en fait. Et c'est le plus important, c'est ça, en fait. C'est d'avoir cette façon de penser dans toutes les décisions que tu prends et toute la stratégie que tu penses, parce que les études et l'expérience de gens qui sont là-dedans l'ont montré depuis 15 ans minimum. Merci Sabine d'avoir participé à cet entretien et aussi d'avoir donné des clés aux entreprises et à celles et ceux qui sont dans entreprises pour bien gérer leurs parties prenantes. Merci Axel, c'est un plaisir de partager et j'espère que les entreprises ont compris que sans éthique, il n'y aura plus de business à un moment ou à un autre.